Cette vidéo est pour toi si tu te demandes comment te montrer sur les réseaux sociaux avec ton ou ta chérie. Tu es entrepreneur ou créateur de contenu et cette année, tu te poses un peu des questions pour savoir, voilà, je fais du business avec mon partenaire ou simplement j'ai envie de documenter notre vie de couple, notre vie de famille. Comment se lancer sur les réseaux sociaux avec une vraie marque, un vrai storytelling sans pour autant se trahir derrière? Comment se protéger? Ce qu'on peut exposer en public et au contraire ce qu'on peut garder en privé pour protéger notre couple. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Ou alors est-ce qu'on est encore en train de partir sur des tendances qui peut-être ne nous correspondent pas et qu'au final on se retrouve un peu noyé dans la masse à faire n'importe quoi? Peut-être que la solution ici, c'est de partir sur des cas, des couples que l'on connaît déjà, qui eux pratiquent déjà une stratégie de marque ensemble et comment ils font leur storytelling pour servir leurs intérêts. Il faut que tu comprennes. Moi, mon objectif ici, ce ne sera pas de te dire tu te lances ou tu te lances pas parce que c'est bien ou c'est pas bien. Non. Ce que je veux, c'est que tu prennes les meilleures décisions pour toi si tu as envie de te lancer et comment prévenir les risques parce qu'il y en aura toujours. Let's go. Il faut qu'on soit d'accord sur un principe. Partager sa vie ou ses moments de vie sur les réseaux sociaux n'est pas un problème en soi. Le gros avantage ici, c'est que lorsque vous créez votre marque de couple, vous allez vous connecter à votre public. Il va s'identifier à vous, il va suivre vos aventures et quelque part se reconnaître en fait en vous. Le gros désavantage ici, c'est que Internet enregistre tout. Le premier couple sur lequel on va s'inspirer, c'est Christy Sarah et Desmond Scott. Si tu ne connais pas l'histoire de Christy et de Desmond, laisse-moi te la raconter. Avant de rassembler plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et YouTube, avant les algorithmes, avant les brain deals, ils étaient juste une famille qui partageait leur quotidien dans la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est un couple qui est assez connu, qui a plusieurs millions d'abonnés. Ils évoluent avec 2 fils, ils ont construit leur maison. On avait vraiment ce storytelling ancré dans notre mémoire, best friend forever. Ils se sont rencontrés très tôt, je pense depuis le lycée. 4 ans après, ils se marient. Christy, elle est pleine d'entrain. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les pranks, les farces, qui aime beaucoup des choses assez atypiques. Desmond, c'est plutôt la personnalité assez calme qui a emmené vraiment cet équilibre dans le couple. Et on pouvait les voir tous les deux être le yin et le yang, et surtout Bonnie and Clyde. En 2024, ils ont fêté leurs 10 ans de mariage et 1 an après, en décembre 2025, la relation se dégrade et Christy dépose une demande de divorce. Des allégations d'infidélité et aujourd'hui, on arrive à un point où la réconciliation est impossible. La rupture s'est rendue publique en janvier 2026 sous les critiques enflammées de la toile. Et quoi? Christy a donné ses plus belles années à Desmond. Mais les hommes, c'est vraiment des connards. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que la crise a été vraiment gérée en douceur. Christy est restée dans le silence total et Desmond a pris quand même publiquement la parole pour apaiser les tensions, pour s'excuser d'abord du mal qu'il a causé au public. Mais effectivement, il y a une rupture. Chacun fait sa vie aujourd'hui. On était très attachés au couple. Christy évolue de son côté, Desmond aussi évolue de son côté, mais c'est plus la même saveur. Et je vais vous dire pourquoi. Première chose, le storytelling de Christy et Desmond était vraiment basé sur un message qui certes était chouette, était très touchant, mais par contre, ça vendait une illusion. Best friend forever. Alors, il n'y a aucun inconvénient. Les deux couples peuvent rester amis même s'ils sont séparés. Mais le problème, c'est que quand on disait best friend forever, c'était vraiment pour inspirer à notre communauté que le vrai amour existe et qu'il peut exister pour toujours. C'est très bien de donner de l'espoir aux gens. C'est très bien de leur faire vivre un rêve éveillé, mais c'est encore mieux de tempérer. Parce que les gens s'attachent à votre histoire, ils vivent votre intimité, parce que vous leur avez partagé tellement de choses qu'ils se sentent de vous demander des explications. Le deuxième point dans leur storytelling, c'était que c'était basé vraiment beaucoup trop sur la complicité du couple. Alors, aucun problème pour ça, parce que je pense que un couple a une énergie, un couple a un archétype. Donc, ils étaient vraiment les meilleurs amis. Je crois qu'au niveau du storytelling, il aurait pu être renouvelé même après les 10 ans de mariage ou avant. C'est-à-dire qu'on aurait parlé peut-être des ambitions. On aurait parlé peut-être de la passion encore grandissante, je sais pas, de Desmond depuis qu'ils sont en couple. Et quand bien même ils avaient des comptes séparés, on s'entend, on était tellement attachés au couple qu'ils prenaient beaucoup trop de place par rapport aux marques personnelles individuelles. Troisième chose,
que j'ai trouvé dans leur storytelling de couple, on voyait maintenant une certaine performance des 2. Alors, parce que avant les algorithmes, avant les deals, on partageait uniquement des moments légers, des moments de fou rire, des moments en famille avec les enfants. Et en fait, le fait qu'on vienne maintenant mettre du business, ça devient très performé. Quand la famille devient un produit, ça devient de plus en plus difficile de faire la limite ou de faire la séparation entre votre vie privée et votre vie publique. Et je crois pas que ce soit ça vraiment le nerf de la guerre, de la séparation. Évidemment, c'est autre chose. Mais du côté du public, du côté de l'audience et du storytelling qui est resté ancré dans nos mémoires, on se disait vraiment que, mon Dieu, ne croyez absolument pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que tout n'est qu'une illusion. Je crois que le message était pas le bon. On aurait pu transformer les choses différemment en disant on est les meilleurs amis quoi qu'il arrive. Best friend forever, best friend whatever, je pense. Je crois que ça aurait beaucoup plus atténué les choses que de se dire que l'amour va durer éternellement. Peut-être que je surinterprète, hein, mais en tout cas, c'était ce que moi j'avais ressenti. Et si vous l'avez ressenti aussi, dites-moi dans les commentaires. Il y a d'autres couples qui ont géré les crises de séparation différemment. Je pense ici à Thibaut Garcia et Jessica Thivenin, qui sont allés au-delà du simple fait que la famille soit un produit, mais que le divorce devienne également un produit à vendre à la télévision, à vendre sur les réseaux sociaux. C'était une dinguerie. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très ingénieux au niveau de la stratégie. Peut-être éthiquement parlant, pour les audiences, ça pouvait être très limite parce qu'on pense qu'un divorce, c'est vraiment quelque chose qui peut être gardé intimement pour le respect des enfants. Internet n'oublie rien. Il y a cette espèce de contrôle narratif que la communauté, que l'audience commence à avoir au-dessus même du couple lui-même. Et ça, c'est vraiment mauvais. Et il n'y a pas que des choses hyper négatives, il y a des choses très positives. Il y a également des couples aujourd'hui qui sont quand même très exemplaires dans leur gestion de marque personnelle en couple. Je pense ici par exemple à Leila et Alex Hormozy qui sont dans un couple où le storytelling est vraiment basé sur la collaboration ensemble et un peu moins sur tout ce qui est amour, best friend forever. On n'est pas vraiment sur la vente d'une illusion, de quelque chose de féerique, mais quelque chose de pratique en disant bah, on est ensemble, on est mariés, on collabore ensemble dans nos business et on avance petit à petit. Talking to me much. And so I went into his office because we were working together, and I said, "Do you want to break up?" And he said, "Yes." And then we broke up. There was no drama. There was no fight. The reason that, for me, as I recall it, said, "Do you want?" Alors évidemment, les deux ont une stratégie qui est totalement différente. Nous avons déjà deux comptes qui sont totalement séparés, Alex Hormozy de son côté et Leila Hormozy. Est-ce que lorsqu'on atterrit sur le compte d'Alex, si on se disait qu'il n'était pas marié avec Leila Hormozy, est-ce qu'on comprendrait quand même son univers? Totalement. Est-ce que si on atterrit sur le compte de Leila et qu'on se disait qu'elle n'était pas mariée à Alex Hormozy, sans leur marque personnelle de couple, est-ce qu'on comprendrait son univers? Totalement. En fait, on peut être en couple, on peut apparaître régulièrement chez l'un ou chez l'autre, on peut même faire des collaborations, faire du business ensemble, tout en gardant une autonomie, une liberté pour faire en sorte que chacun de nous ait un univers. Et en fait, aujourd'hui, s'il arrivait quoi que ce soit, nous avons nos marques personnelles qui fonctionnent et nos business qui peuvent continuer en toute quiétude. On peut même faire du couple un produit tout en gardant une certaine autonomie. Il y a des marques comme ça de couple, je pense ici à Margot Cunego et Manoa. Margot, c'est Margot Cunego, une entrepreneuse qui est assez connue dans le domaine de l'infoprenariat, et Manoa qui a créé une plateforme qui est concurrente à OnlyFans. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont créé un média ensemble. Donc ça veut dire que leur couple devient un produit parce qu'ils parlent de leurs opinions, leur état d'esprit, leur façon de faire du business. Ça veut dire qu'il peut y avoir des collaborations qui viennent avec un média pareil, mais en respectant tout de même les marques personnelles respectives. Margot Cunego a construit sa marque personnelle en tant qu'infopreneuse qui accompagne de nombreuses femmes à avoir une liberté financière. Manoa, de son côté, aura aussi sa marque personnelle qui va rester liée à lui et au produit qu'il a créé. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc, on peut collaborer ensemble, on peut faire du business ensemble, mais on a chacun de nous une liberté qui permet de se dire à aucun moment le focus, c'est vraiment notre vie de couple, notre quotidien. Et le focus est fait sur la collaboration, le focus est fait sur des moments qu'on peut partager ensemble.
des pensées, des messages, des moments de vie, plutôt que des slogans ou alors des messages intemporels comme Best Friend Forever ou comme À jamais pour la vie. Tout ça, ça ne permet pas d'avoir une certaine liberté et de mieux gérer la crise si la relation se transformait. Ce n'est pas un souhait que les choses puissent s'arrêter. Ce n'est pas un souhait qu'on parte sur un divorce, une séparation. Mais je pense que si déjà on n'a aucune certitude que demain on sera en vie, il serait peut-être mieux de nuancer ses propos et de rester concentré sur un message qui lui transcende le fait simplement de s'aimer. Alors, on va clôturer cet épisode avec des conseils vraiment pratico-pratiques. La première chose, c'est de garder vos personal brands séparés. Vous avez deux histoires, vous avez deux voix, vous avez deux personnages. Si ta marque est beaucoup trop liée à celle de ton conjoint ou de ta conjointe, à celle de ton partenaire, il y a un problème. Le risque ici est tout simple, c'est que les gens ne comprennent plus du tout votre valeur si vous êtes séparés. Le deuxième conseil, je pense que c'est vraiment de séparer avec clarté le contenu personnel et professionnel. Derrière la marque, il y a des vrais humains. C'est pas le fait de faire des choses ensemble ou de partager de l'intimité qui est un risque. C'est plutôt d'assumer ce qui peut rester sur Internet. Parce que je rappelle, Internet n'oublie rien du tout. Ce contenu qu'on est en train de partager là tout de suite, est-ce qu'on est capable de l'assumer après, si oui ou non les choses changeaient entre nous? Si la réponse est oui, allez, franchement, go for it. Mais si la réponse est non, écoutez votre intuition. Le troisième conseil que je pourrais donner ici, c'est vraiment de choisir l'archétype de votre couple, le personnage de votre couple. Il faut que ce soit clair. Est-ce que vous êtes des meilleurs amis? Est-ce que vous êtes des couples plutôt bosseurs, entrepreneurs, collabos, partenaires, associés? Est-ce que vous êtes plutôt des couples voyageurs, toujours entre deux avions? Est-ce que vous êtes des couples fashionistas? Comment? C'est quoi votre archétype? On arrive à mieux délimiter qu'est-ce qu'on a envie de montrer et au contraire, qu'est-ce qu'on a envie de garder en privé. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est de toujours se préparer au pire. Il faut vraiment avoir cette conversation avec votre partenaire pour se dire qu'est-ce qui se passe si on se sépare aujourd'hui? Comment je vais gérer mon contenu? Comment on va gérer la crise? Est-ce qu'il y a des contenus que je vais plutôt regretter d'avoir postés? Ça a l'air un peu déprimant, mais honnêtement, c'est très réaliste et surtout, ça permet d'anticiper les risques. Je pense aussi que ça vient renforcer la confiance entre nous parce qu'on sait pourquoi on fait les choses et surtout si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on prend comme décision pour limiter la casse. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous décidez aujourd'hui. J'ai toujours voulu créer ma marque de couple plutôt sur des thématiques bien-être, lifestyle. Ouais. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'étais bien contente de vous parler de ce sujet. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes sur le point de vous lancer en 2026 en couple, mettez-moi en commentaire au moins quel est votre archétype. Qu'est-ce que vous avez envie de nous transmettre comme message? Est-ce que vous allez partir sur un sujet de niche ou est-ce que vous allez partir vraiment sur du lifestyle, explorer un peu des sujets et voir ce qui fonctionne pour vous? On se dit à très bientôt ici. Ciao, ciao.